identifié un certain nombre d'universitaires, c'est le manque de courage. On laisse faire. Je vais faire un mauvais jeu de mots, mais on préfère laisser sous le tapis des dérives qui existent depuis très longtemps. Et moi, j'ai estimé que c'était inacceptable et donc on ne pouvait pas laisser faire ça. Et donc, ça a été la première fois et je me suis retrouvé avec une grande partie effectivement de la communauté universitaire contre moi. Et donc, les soutiens, ils sont arrivés de l'extérieur et ils ont été particulièrement nombreux. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que moi, on me dit que ma connexion est instable, donc Non, j'espère que non, je vous entends très bien. tout le monde m'entend. Bon. Euh, Ce qu'il faut, je vais essayer de vous expliquer aussi un petit peu tout à l'heure. Nadia nous disait que en Belgique, le système est un peu compliqué. Je pense que dans les universités, le système est très compliqué. Il faut que vous compreniez pourquoi, finalement, l'université a de tout temps été un terrain, un terreau pour toutes les idéologies extrémistes, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on peut parler d'extrémisme religieux. Dans les années 80, rappelez-vous, c'était Forisson qui développait des thèses négationnistes, et c'était d'autres extrémismes d'extrême droite, là, en l'occurrence, qui prenaient la main dans les universités. Ça a de tout temps été, un terreau important. En fait, l'université est un lieu ultra démocratique, l'université française. Il n'y a pas un responsable à l'université qui ne soit pas élu. Hein, vous l'avez dit, moi j'ai été élu en 2012, réélu en 2017, et l'année prochaine, en 2022, je ne serai plus directeur de l'UT de Saint-Denis parce que j'aurai fait 2 mandats consécutifs, 2 mandats de 5 ans, et il y aura un nouveau directeur qui arrivera et qui sera élu pour 5 ans, et peut-être après réélu pour 5 ans. Donc en fait, du président de l'université à un directeur de composante, qu'on pourrait appeler un doyen, eh bien, tout le monde est élu. Et on est élu par des conseils, donc des conseils d'administration qu'on appelle des conseils d'institut pour un IUT ou des conseils d'UFR pour une UFR. Et dans ces conseils, eh bien, il y a différentes catégories de personnes qui sont représentées. Il y a les enseignants, les professeurs d'université, les maîtres de conférences, les autres enseignants, le personnel administratif et les étudiants. Et les étudiants sont relativement nombreux à siéger dans les conseils d'administration. Ils ont donc un poids important. Ils ont un pouvoir important, en tout cas un pouvoir de faire ou de ne pas faire, de défaire un président d'université. Dans beaucoup d'universités, pour qu'un président soit élu, il lui faut les quelques dernières voix que sont les voix étudiantes. Parce que au sein des universités, d'un collège à un autre, ça s'équilibre relativement souvent. Et donc, pour pouvoir être élu, il lui faut les voix des étudiants. Et les étudiants, ils sont élus essentiellement sur des listes syndicales. Et le syndicat majoritaire dans les universités, vous l'avez compris, c'est l'UNEF, qui en général est le syndicat qui siège majoritairement dans tous les conseils d'université en France. Et donc finalement, dans la mesure où ce sont ces étudiants élus-là qui font la pluie et le beau temps dans les universités, qui font et défont les présidents, eh bien, le clientélisme électoral qu'on pourrait reprocher à un élu dans une collectivité, dans une mairie, eh bien, il existe exactement, voire même presque pire, dans une université. Parce que du coup, il y a des marchandages, il y a des tractations, il y a des négociations, et puis, il y a surtout des pans idéologiques qui s'effondrent, puisque l'UNEF d'aujourd'hui est loin d'être celle que j'avais connue moi quand j'étais étudiant à l'IUT de Saint-Denis en 1990, parce que cette IUT, j'y étais moi-même étudiant, et où j'étais moi-même adhérent de l'UNEF, comme peut-être beaucoup d'entre vous ici, à une certaine époque en tout C'était cas. avant. C'était avant, effectivement, ce n'est pas l'UNEF d'aujourd'hui, on est bien d'accord. Et l'UNEF d'il y a 20 ans, 30 ans, n'est plus du tout celle qu'on peut connaître aujourd'hui. J'ai presque envie de dire qu'ils ont fait un virage à 360 degrés par rapport aux valeurs qu'ils pouvaient défendre à une époque. Donc, aujourd'hui, dans les universités, il y a des dérives et elles sont très importantes. C'est bien évidemment l'islamisme politique qui est l'extrémisme, enfin ouais, l'islamisme politique qui prend tout son sens puisque il y a des élus dans les universités. C'est aussi, on en a un peu parlé tout à l'heure, les idéologies indigénistes, racialistes, décoloniales. Et finalement, c'est possible de pouvoir aller dans ce sens-là parce que la réalité, c'est que la démocratie universitaire permet précisément à toutes ces personnes-là d'être représentées dans les universités. Et vous savez,
un maître de conférence qui est recruté dans une université, 3 mois avant, il était étudiant à l'université. Et donc, comment fonctionne aujourd'hui le recrutement d'un enseignant-chercheur? Ça aussi, il faut comprendre comment ça fonctionne. Euh, Dans les lycées, dans les collèges, on passe un concours national, le CAPES ou l'agrégation, et on est, en fonction de ses points, affecté dans tel ou tel établissement. Là, pour être maître de conférence dans l'université, il faut faire une thèse. Donc, il faut trouver un directeur de thèse. Et on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a de plus en plus de thèses. On a compté à peu près 1000 thèses en France qui sont, dont le sujet tourne autour du décolonialisme ou du racialisme. C'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, quand les présidents d'universités nous disent il n'y a pas de problème dans les universités, ce n'est pas un champ de recherche, c'est bien évidemment faux. Et on en a la preuve. Donc, on fait des thèses sur ces sujets-là, on publie des posts en lien avec les recherches des collègues en question, et ce sont des commissions internes à l'université qui vont recruter les personnes en question. Et donc, du coup, finalement, vous voyez bien que eh bien, la boucle est bouclée et que tout ça se fait dans un espèce de huis clos où en fait les gens se cooptent. En fait, le principe de l'université, c'est vraiment de la cooptation. Pour pouvoir être recruté comme maître de conférence, par exemple, en sciences de gestion, il faut être recruté par d'autres maîtres de conférence en sciences de gestion au sein de l'université en question. Donc, du coup, il suffit d'avoir des théories qui plaisent à ceux qui vont vous recruter pour que finalement, eh bien, les choses se passent exactement comme on souhaiterait le faire. Alors, moi, je vais, contrairement à Nadia, être un peu plus optimiste. Non pas que la situation ne soit pas grave, elle est grave parce que ça fait 30 ans qu'elle existe dans les universités. Mais là où moi je fais preuve d'un peu plus d'optimisme, c'est que maintenant on dit non. Maintenant on réagit. Il y a 20 ans, on laissait faire et on ne disait rien. Tout à l'heure, je vous disais que l'affaire de l'UT de Saint-Denis a été une des premières médiatisées, et mais depuis, il y en a eu d'autres. Et depuis, on n'a plus laissé faire. Moi, quand j'ai vécu tout ce que j'ai vécu en 2015, hein, vous l'avez dit, 32 menaces de mort, 2 agressions physiques, dont une d'ailleurs, je ne voyais même pas comment j'allais pouvoir m'en sortir vivant, tellement c'était violent. Euh, à cette époque-là, j'ai eu énormément de témoignages de collègues qui m'ont dit avoir vécu des situations graves, sauf qu'on n'en a pas parlé. Et ça ne s'est pas médiatisé. Mon affaire, entre guillemets, a été la première à être médiatisée. Et depuis, eh bien, on commence à s'organiser. Il y a eu d'abord, il faut le reconnaître, le ministre Blanquer qui, en octobre dernier, a été le premier à dire qu'il y avait des problèmes dans les universités, hein, en parlant d'islamo-gauchisme. Tout le monde lui est tombé dessus, mais à l'époque, on est une centaine d'universitaires, 20 octobre dernier, à avoir fait une tribune dans Le Monde pour lui apporter notre soutien, en tout cas pour dire qu'il avait raison. Depuis, ça a réveillé la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui vient dernièrement de déclarer, somme toute, à peu près la même chose que Jean-Michel Blanquer. Donc, on commence maintenant à dire les choses. Du coup, à tel point que je voulais vous parler d'une initiative qu'un certain nombre d'universitaires ont eue, dont je fais partie, on est 6, à avoir créé l'Observatoire du décolonialisme qui a été créé en décembre dernier et qui, on pourra vous donner, si vous le voulez bien, la liste, enfin l'adresse mail, vous pourrez aller voir. On dénonce exactement ce qui se passe dans les universités françaises. On a fait un travail phénoménal. Je dis on, c'est surtout d'ailleurs Xavier Laurent Salvador, qui est mon collègue de l'Université Paris 13, qui fait ce travail-là. On a fait un travail énorme où on a recensé tous les articles de recherche, toutes les thèses, toutes les théories qui existent dans le domaine du décolonialisme ou du racialisme. Et on est en train de montrer finalement que ce que la ministre a dénoncé existe réellement. Elle demande un rapport sur la situation dans les universités. Elle demande au CNRS de le faire. Alors, c'est comme si vous demandiez à un pyromane d'éteindre un feu, hein. Le CNRS est le principal fautif de ce qui se passe dans les universités françaises. Et c'est vraiment pas du tout le meilleur organisme pour pouvoir faire une telle enquête. Mais en tout cas, tous ceux qui voudront le faire pourront s'appuyer sur les recherches que nous avons déjà faites et qui sont présentes aujourd'hui sur notre site.
En gros, je vais peut-être du coup, vous expliquer un petit peu les différentes choses, mais il y a plusieurs dérives qui existent aujourd'hui au sein des universités. D'abord, il y a des dérives au sein des enseignements. Les enseignements sont remis en cause. On a des enseignants qui n'arrivent plus aujourd'hui à, notamment en sociologie, en psychologie, mais même aussi d'ailleurs en médecine, n'arrivent plus à faire leur enseignement sereinement parce que, eh bien, on remet en cause les théories qui ne sont même pas les leurs d'ailleurs, hein. En général, un universitaire, il fait part des théories que d'autres ont pu prouver à un autre moment ou ailleurs. Et c'est remis en cause par des étudiants qui, bien évidemment, eux, ne se basent sur aucune donnée scientifique, mais uniquement sur des données religieuses. Il y a donc vraiment cette difficulté que des enseignants ont à pouvoir enseigner certaines disciplines parce qu'elles sont remises en cause systématiquement par des étudiants. En parallèle de la difficulté à mettre en place des enseignements, je vous le disais tout à l'heure, il y a l'infiltration des universités par des étudiants, mais donc du coup pas que par des étudiants, aussi aujourd'hui par des enseignants et par des chercheurs qui vont essayer de développer toutes ces théories-là dans les différents conseils dans lesquels ils vont siéger. Voilà, donc ça peut être des choses basiques comme l'écriture inclusive, mais ça va parfois beaucoup plus loin, hein, notamment sur la mise en place de colloques, comment dire, d'expositions, voilà, qui n'ont strictement rien de laïque. C'est aussi l'infiltration d'associations qui vont, comme je vous l'expliquais, faire le jeu des présidents d'université à qui on va confier des locaux, des moyens, on va même les financer, hein. Il y a des universités, et bien, des universités qui donnent de l'argent à des associations étudiantes, voilà, sans contrepartie particulière en général. Il y a aussi donc le recrutement maintenant d'enseignants et notamment d'enseignants-chercheurs, qui se font en fonction, de programmes de recherche qui vont, dans le sens des théories, décoloniales, ou, des théories, religieuses. Finalement, tout ça, nous montre que, l'université est peut-être un des éléments qu'il faut, protéger en priorité aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dis en priorité? Parce que, contrairement peut-être aux écoles, au lycée et au collège, il n'y a pas aujourd'hui les garde-fous. Tout à l'heure, Nadia parlait de la loi de 2004, elle n'existe pas pour les universités. Dans les universités, l'expression, pour les étudiants en tout cas, l'expression des convictions est totalement libre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément la remettre en cause. Mais le problème, c'est que cette expression est libre dans les universités et que du coup, eh bien, elle donne la possibilité au président d'université, au directeur du FR, au directeur de composants, eh bien, de jouer le jeu de ces étudiants-là et finalement d'aller dans leur sens, sans forcément l'écrire ou sans forcément le dire, mais en tout cas en favorisant eh bien, l'expression de toutes ces théories complètement extrémistes et qui finalement font qu'aujourd'hui, l'université est un espèce de no man's land dans ce domaine-là. Alors effectivement, ce qui existe aujourd'hui dans les universités, c'est l'obligation pour les enseignants de respecter une certaine neutralité. Mais elle est relativement ambiguë quand même, cette neutralité. Parce que on dit à un enseignant qu'il est obligé de respecter une neutralité politique ou religieuse, mais pour autant, eh bien, il a le droit de donner son avis. Un enseignant, dans la mesure d'ailleurs où il est aussi chercheur dans la plupart du temps, il est donc à l'origine de théories, ou en tout cas, il développe des théories ou il travaille sur des théories. Il a donc le droit de donner son avis sur les théories, ce qui n'est pas forcément le cas d'un enseignant au lycée ou au collège. Donc finalement, le lien entre la liberté académique qu'on reconnaît à tout enseignant-chercheur aujourd'hui et en même temps la neutralité qu'il doit respecter, la frontière est tellement mince que la plupart des enseignants-chercheurs, eh bien, en tout cas ceux qui sont les plus militants, la franchissent allègrement, se cachant quand ils le peuvent ou quand ils le veulent ou quand ils sont attaqués, précisément derrière cette liberté académique qu'on leur reconnaît. Je voulais
Et peut-être du coup après, je sais pas si moi je sais pas combien de temps j'avais en fait et combien de temps j'ai mis. Je voulais donc juste vous rappeler les 2 dernièrement, les 2 initiatives que nous avons eues. C'est l'appel des 100 que nous avons mis en place, c'est un appel des 100 donc d'une centaine d'universitaires qui, a, été diffusé dans Le Monde du 20 octobre. Il y a eu l'Observatoire du décolonialisme que nous avons créé dans un appel particulier. Et là, on est 76 à avoir fait cet appel dans Le Point, et c'était en décembre dernier. Là, effectivement, je vois qu'on vient de mettre dans le fil un article qui a été fait d'ailleurs par Xavier Laurent Salvador et Jean Slamovitch sur le CNRS, qui est l'islamisme à l'université. Faut-il confier l'enquête au principal suspect? Voilà. Effectivement, voilà, donc le dossier du Point sur le décolonialisme et le séparatisme, vous avez le lien. Et puis, puisque les présidents d'université nous disent qu'il n'y a pas de problème, eh bien, moi, je veux essayer de les prendre au pied du mot, au pied de la lettre, les prendre au mot, et donc, du coup, les aider à prouver qu'ils sont de bonne foi. Peut-être que certains connaissent le texte que Charb, un des dessinateurs de Charlie Hebdo, avait écrit, c'est presque un texte posthume puisqu'il l'a terminé 3 jours avant les attentats de Charlie Hebdo, qui s'appelle Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, qui est un petit texte, voilà, exactement, super, merci beaucoup. Merci pour la réactivité, hein, c'est juste parfait. Ce texte, pour ceux qui le connaissent, c'est un texte qui prône, j'ai presque envie de dire, l'amour entre les uns et les autres, qui prône en tout cas réellement euh, la lutte contre le racisme, qui se moque des extrémistes, mais pas de la religion, qui se moque des islamistes, mais pas des musulmans, qui finalement eh bien, remet les choses pour moi vraiment à leur place. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage vraiment à le lire. C'est très court, hein, vous lisez ça en quelques heures, même pas. Et donc, suite à la publication de ce texte, hein, que Charles, du coup, n'a pas vu, puisque je vous dis, il a terminé sa rédaction quelques jours avant les attentats de Charlie Hebdo qui l'ont décimé, eh bien, depuis, ce texte a été monté en pièce de théâtre et eh bien, une équipe autour des amis de Charb essaye de diffuser cette pièce de théâtre. C'est excessivement compliqué. On n'y arrive pas en réalité. On n'y arrive quasiment pas. Partout où on veut présenter cette pièce, eh bien, il y a des manifestations, il y a des boycotts, il y a des grèves, il y a des choses, mais particulièrement violentes qui existent. Ce texte dérange peut-être précisément parce qu'il dit la vérité et peut-être précisément parce que justement il prône la paix et l'amitié et bien sûr la laïcité. Eh bien, j'ai décidé d'envoyer une lettre à tous les présidents d'université qui sera publiée dans l'Express dans les jours qui viennent. Je pourrais vous donner la date exacte de parution et qui s'appelle Lettre aux présidents d'université, donc à tous les présidents d'universités françaises, où on va leur proposer, puisqu'ils disent eux-mêmes qu'il n'y a pas de problème dans les universités, eh bien de programmer la lecture du texte de Charp. Puisqu'il n'y a pas de problème, puisque eux-mêmes nous disent, hein, c'est la conférence des présidents d'université qui nous dit que l'université est un lieu de débat, eh ben, très bien. C'est un lieu de débat. Programmons la lecture de la lettre de Charb et après, il pourra y avoir un débat avec les personnes qui l'auront vu et qui voudront en discuter. La lettre, bien évidemment, elle est actuellement rédigée et je suis en train de la faire signer par des universitaires, mais ça, c'est pas un problème, j'en ai déjà au moins une cinquantaine. Mais je cherche des acteurs du monde culturel, des directeurs de théâtre, des acteurs de cinéma, des chanteurs, un peu. Voilà, en tout cas, il s'agit d'une œuvre culturelle et donc je voudrais que cette lettre soit aussi signée par des acteurs du monde culturel. C'est un petit peu plus compliqué parce que c'est plus compliqué pour eux de s'engager en général, ce qui le faire à leurs chansons, leurs pièces de théâtre, leur art, entre guillemets, et pas forcément dans des tribunes, mais j'en ai quand même déjà au moins une vingtaine. Et donc, on va continuer encore quelques jours et on va pouvoir publier cette lettre. Je pense qu'on en parlera parce que forcément, on va communiquer là-dessus. Demandons au président de jouer cette pièce de théâtre. Voilà, je pense que moi, j'ai fait un petit peu le tour. Peut-être que vous avez des questions à poser et c'est mieux que je puisse du coup y répondre.
Juste pour terminer, parce qu'au début, vous me demandiez où est-ce que j'en suis. Moi, à l'UT de Saint-Denis, il n'y a plus de problème. En tout cas, tant que j'en serai le directeur, je peux vous assurer qu'il n'y a plus personne qui essaiera de faire quoi que ce soit dans cet établissement. Heu, j'ai été réélu avec plus qu'une écrasante majorité, hein. Personne n'a osé se présenter contre moi en 2017. Donc aujourd'hui, à l'UT de Saint-Denis, il n'y a plus de problème. Jusqu'en 2022. Dans un an, je suis plus directeur de l'UT de Saint-Denis et j'espère que mon successeur, eh bien, saura mettre les garde-fous comme, je réussis encore aujourd'hui, à les mettre. Mais, voilà, malheureusement, je ne peux pas prédire l'avenir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté.